Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler de la coévolution face à l'interface humaine au contact du trans et du posthumanisme tout au long de ce 21e siècle et qui dit pas que cela va être plus que jamais augmenté tout au long des prochains siècles. Mesdames, Messieurs, voilà, donc on introduisons ce concept de coévolution, transhumanisme et posthumanisme. Donc il faut d'abord repenser qu'est-ce que ça veut dire la race. Oui, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes des humains? Oui, bien sûr on est des humains. Quelle est l'interaction entre race, culture, société et civilisation dans l'espace et le temps? Oui, quelle est la place et le rôle des races et des peuples à l'échelle humaine, ou je dirais d'ailleurs des sociétés et des civilisations. Mesdames et messieurs, pour commencer cela, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire la race humaine. Est-ce qu'il y a une race humaine? Oui, bien sûr, que j'ai introduit là la notion de race humaine qui fut d'ailleurs établie depuis des illustres temps pour classifier les espèces humaines, la structure des populations humaines. Oui, bien sûr, qu'elle est extrêmement complexe. Oui, aujourd'hui, je préfère parler de population, désignant un groupe humain, quel qu'il soit. Il en va de l'avenir de nos concepts de race et d'égalité d'ailleurs. Je suis ici d'abord comme un scientifique. J'ai obtenu une licence de physiologie animale à l'université Marine-Wabi. Puis arrivé en France, j'ai étudié les sciences naturelles et j'ai obtenu une maîtrise de sciences naturelles à l'université de Reims. Vous savez que les sciences naturelles, c'est sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire biologie, géologie. Donc toutes ces notions d'évolution et tout ça sont intégrées entre l'interface entre sciences de la vie et géologie. Puis une maîtrise de sciences naturelles et une maîtrise de sciences et techniques environnement et puis un diplôme d'ingénieur en environnement et développement durable. Vous connaissez les enjeux qui sont actuels, qui sont d'actualité. Mesdames, Messieurs, la notion, moi je pense que la notion de race n'existe pas pour l'espèce humaine. Parce que si cette notion fait aujourd'hui problème, c'est qu'elle a été utilisée au nom des supposés peuples inférieurs ou races supérieures et autres. Il s'agissait d'exterminer ou de déclassifier certains individus d'appartenance noire, arabe, jaune, autre. Oui, on est au cœur du processus d'extermination pour faire de la place à la race aryenne, dite la race supérieure. Et vous connaissez les dégâts occasionnés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours. En effet, c'est uniquement par la culture que les groupes humains ou sociétés ont su classifier les uns et les autres. Noir, blanc, jaune, espèce, voilà. Vous connaissez bien. Grâce à cet outil qui s'appelle la notion de race, il fut défini des races humaines en fonction de leur couleur, caractéristiques physiques, mentales, sociétales, autres, culturelles et d'ailleurs civilisationnelles. Alors, mesdames et messieurs, peut-on parler de race? On peut
raisonnablement affirmer que l'humanité est donc constituée d'un ensemble de groupes humains. Vous savez que Bertrand Jordan pensait que la race est évidente en fonction des signes physiques. Elle est visible. On la voit d'ailleurs. D'ailleurs, en 1922, la sérialisation des handicapés et des marginaux, de ces ivrognes, des incapables de réfléchir, de penser autre. Vous connaissez l'eugénisme, tout ce qui est parti du darwinisme. Déjà, voilà, qui a été entrepris, des vastes entreprises du darwinisme, qui a commencé déjà à la fin du 19e siècle, et puis les sociétés d'eugénisme ont prospéré ici, en Occident, européen, début du XXe siècle jusqu'aux années 1960 d'ailleurs. Oui, la sérialisation de ces êtres incapables, de ces races inférieures, de ces ivrognes, de ces névrosés, de ces incapables, de ces mauvais, trop mauvais pour être utiles à la civilisation. Vous connaissez bien les conséquences, qui sont d'ailleurs d'actualité. Mesdames, Messieurs, donc en pensant la notion de race, oui, est-ce qu'il faut-il introduire les problématiques de l'égalité des races humaines? Oui. Est-ce qu'il faut introduire les problématiques de l'égalité des races? Bien sûr que dans la nature, on n'est pas tous égaux. Oui, il y a des petits, des grands, des... Voilà, donc est-ce que c'est... Voilà, donc il faut repenser ça. Est-ce qu'il y a des grands, des petits, des beaux, des laids, des mouches, des intelligents, des idiots, des incapables? Voilà, vous connaissez ça. Donc est-ce qu'il faut tous classifier au même nom, au nom de l'égalité des races? Par rapport aux données déjà historiques? Oui. On a les informations historiques qui nous donnent les manières de repenser ces choses-là. Donc nous devons repenser ça en permanence. Oui, nous ne sommes pas tous égaux, quelque part. Mesdames, Messieurs, oui, la notion de l'égalité entre les races est un plaidoyer en faveur ou non vers le rôle essentiel des cultures déjà africaines, décivilisées, déshumanisées et déclassifiées d'ailleurs depuis la nuit des temps, depuis que les êtres premiers et les autres races sont venus découvrir l'Africain. Et jusqu'à présent, on se rend compte que rien n'a changé dans cet écosystème-là. Le rôle essentiel des cultures africaines dans l'histoire de la civilisation, le racisme et les stéréotypes qui circulent dans nos sociétés modernes, surtout en Occident et dans d'autres contrées, en Asie, dans le monde arabe et aussi, quelque part, dans les interactions sociales dans les Amériques, pose bien la signification de ce problématique qui consiste à penser, est-ce que la race noire est-elle capable au stade d'humanité, au vu de la situation historique, des situations historiques et de tout ce qui se passe actuellement à l'échelle de l'Afrique noire. Mesdames, Messieurs, oui, j'ai introduit d'ailleurs là des problématiques, des inégalités humaines. Oui, et c'est sur l'égalité des races, à l'exception de ce qui s'est passé dans nos temps les plus modernes. Cette notion a servi bien sûr des situations précédentes, qui fut celle des désastres, non seulement en tenant compte de l'esclavage, colonisation, néocolonialisme aujourd'hui, et tout ce que vous connaissez. On ne va pas en faire, voilà. Donc vous savez que l'avenir, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Voilà, bien sûr, oui. J'ai introduit là les termes des inégalités de race, par lesquelles elle est inexplicable, ou par négligence, ou peut-être pas. Il y a des chanteurs et des sorciers qui sont jamais
avec nous ou pas, mais qui pensent que quelque part, il y a quelque chose qui est inégalitaire depuis la création. J'ai montré la place réservée qu'occupe notre espèce humaine dans le monde organique. Alors, comment repenser cela? Je ne veux pas, ici, introduire ou alerter ou polémiquer. Je pose des problématiques, je pose des idées, des concepts, des théories, ou des mains, peut-être, oui. Il faut repenser ça. Donc, il y a un problème. Comment cela se fait-il que tout ce que l'humanité a apporté de meilleur en Afrique, et l'Afrique est toujours là de la récurrence des mêmes horreurs, des mêmes crises, les mêmes barbaries? Est-ce que l'être africain a-t-il franchi déjà certaines barrières, qui sont d'ailleurs celles de la raison? Oui, parce que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, c'est d'abord la raison, parce que l'animal n'est pas raisonnable. Et puis l'esprit critique. Celui qui te critique, bien sûr, il éveille ta conscience, ton esprit, l'éveil de la créativité et autres. Mais si celui qui te critique devient le problème, il suffit que quand vous avez un pouvoir, vous êtes là pour l'assassiner, ou le tuer, et mettre tous les moyens dont dispose un État pour le traquer et le tuer. On se demande, est-ce que nous sommes à ce stade-là? Parce que le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle, et il est accidentel. Parce que nous ne sommes pas nés président. Nous devenons président par la force des choses. Président de la République et compagnie, maire, député, élu. Voilà. Mais se pose un problème aussi de la conscience. La conscience morale, déjà, c'est la barrière entre le bien et le mal, mais surtout psychologique, qui revient toujours à la problématique de la raison. Mesdames, Messieurs, oui, est-ce qu'il y a des races qui n'ont pas franchi certaines barrières de l'humanité? Pourquoi parler de race? Est-ce qu'il y a une inégalité de race? Et seulement si on parle d'une inégalité des races, mais pourquoi certaines races aussi qui ont commis des crimes abominaux depuis, je ne veux pas citer depuis l'égyptologie, en passant par l'Empire grec, c'est-à-dire 300 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, au 5e siècle, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, la Révolution industrielle, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle et aujourd'hui. Alors, quelle est la place de l'humain, soi-disant les civilisés ou pas, dans cet écosystème humain? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Quelle est la place des uns et des autres dans notre espèce humaine? Et d'ailleurs, dans la nature et de la société et la civilisation. Bien sûr que la science, surtout les sciences naturelles, nous apporte beaucoup d'éléments sur les interactions entre les espèces, entre les poids et poids de terre, les dominés et les dominants. Mais nous ne sommes plus à ces stades, merde. Nous avons franchi cette barrière déjà. Mais pourquoi nous recommençons toujours ces mêmes instincts qui sont ceux... Alors, donc on peut dire tout à fait que l'humain est encore animal, quelque part. Et quel pourcentage d'animalité est en nous encore qui est les vestiges de ces stades? Mesdames, Messieurs, oui, je vais introduire ici la diversité des humains. En général, on est plutôt porté, assuré devant ce qui nous apparaît comme norme sociétale ou tribale. Voilà. La seule différence entre nos perceptions actuelles de la diversité humaine, c'est qu'elle est devenue, elle est aujourd'hui le problème de notre existence ensemble. Parce que ce qui nous empêche de vivre ensemble, c'est pas nos différences, bien sûr que c'est nos conneries. Si tous les humains, les êtres humains, parlaient une même langue, apprenaient à vivre en société unique, est-ce que nous saurions éviter cette connerie humaine? Mais bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a des espaces où les tribus, où des individus parlent la même langue, ils sont des mêmes faciès et autres. Il y a toujours la connerie.
Oui, il faut répéter ça. Donc la connerie ne dépend pas de cette interaction qui est entre race et société. Mais non, bien sûr qu'on a créé des religions qui est là aujourd'hui, les problématiques qui nous apportent le déclassement humain face à la nature des choses ou de notre existence, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas que les religions, mais il y a aussi les pouvoirs politiques qui viennent là de mentir et de déciviliser les sociétés autres pour des intérêts autres. Voilà, vous connaissez ça. Bon, bien sûr que pour eux, le pouvoir politique, c'est pour eux, donc ils prospèrent, ils font des choses comme ça entre eux, mais de toute façon, ils savent qu'on est dans la signification de la connerie humaine. Donc nous devons repenser ces problématiques de la diversité des humains en tenant compte d'abord de notre anthropologie, de nos prédispositions génétiques liées à la culture attitude, du stade d'humanité attitude et aussi du stade supérieur d'humanité attitude. Mais bien sûr en intégrant les problématiques culture, société et civilisation sur des forces de chair. Mesdames, Messieurs, oui, parlons du croisement des races, des métissages. Bien sûr, on se métisse entre humains. Je n'ai jamais vu depuis ma vie, moi je n'ai pas vu un humain faire un enfant avec un animal. Bien sûr que les problématiques que je vais citer par ailleurs, on va parler des transhumanismes et des posthumanismes. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de croisement entre animal et humain. Donc, c'est s'est passé entre humains. Donc, on se rend compte que nous sommes tous humains. Mais pourquoi nous sommes en train de tout foutre en l'air pour ces conneries, alors que nous sommes capables aujourd'hui d'aller voir la nature, observer les plantes, la diversité des plantes, des natures, et des espèces, des oiseaux, et des poissons. Voilà. Pourquoi nous ne sommes pas capables de valoriser nous-mêmes en tant qu'espèces? Est-ce que les animaux, par exemple, c'est des termes bien sûr qui sont définis, par exemple, à l'échelle des espèces inférieures, qui sont les oiseaux, les animaux ou autres, mais eux, ils fonctionnent sur les cycles de la dynamique des espèces, entre les chaînes alimentaires, entre proie et prédateurs. Pendant les périodes nuptiales, on se bat pour s'accaparer de la femelle. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là, individuellement et collectivement invités, rentrer dans les scénarios de violence? Non, parce qu'il y a une femelle en chaleur quelque part, et que nous allons la chercher. Trouver cette femelle en chaleur, et plein de mâles, noir, blanc, jaune, voilà, cette femelle en fer. Est-ce que nous sommes ici sur le métro parisien, ou en France, ou aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Allemagne, à Berlin, et à Hambourg, à Rotterdam, à Amsterdam, à Londres, à Brighton, et à Manchester, et je peux vous citer à Dublin, partout, ou à Tombouctou, à Gao, à Tombouctou, à Conakry, à Abidjan, au Gros-Bassam, ou partout en Afrique, à Lomé, Nigeria, Cameroun, Douala. Oui, attends, est-ce qu'à Douala, à Yaoundé, chez les Bangantais, attendez, même chez les Bétis, des Paul Biya, ou même au Congo, les Mboshi, les Sassou Nguesso, à Makwa, de celui qui vous parle et du général Mokoko. Attendez, est-ce qu'il y a ces... Voilà, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, le rôle de la science et de la technologie, elle devient la solution de repenser ces équilibres-là en tenant compte de tout ce que j'ai défini comme un nouveau contrat entre la science, l'anthropologie et la société. Par conséquent, nos méthodes et établissements scientifiques ont pour valeur de repenser ces équilibres-là en éduquant le plus grand nombre de gens par rapport à ce que nous sommes, qui nous sommes, quelle est notre place, les différentes races et autres dans le monde. Oui, la science dans le monde, en développement, doit divulguer, propager, vulgariser sous 3 rapports de ce qui est de notre vie dans le monde et de notre avenir aussi,
quelque part, en tenant compte des pouvoirs d'abord politiques, économiques et aussi militaires, pour ne plus segmenter les races entre elles. D'où l'enjeu de l'existence des sociétés nouvelles. Mesdames, Messieurs, vous savez que le terme, l'objectif de cette vidéo est d'abord de repenser à l'éco-évolution, à l'interface humaine, en tenant compte des processus trans et post-humanisme. Le trans et post-humanisme a pour mot-clé d'ailleurs, c'est-à-dire l'intelligence augmentée, le stade supérieur d'humanité, la conscience positive, la vie artificielle, écologique, singularité, optimisme, cerveau global, symbiose, coévolution, l'homme réparé, l'homme augmenté. Je reviens en termes de sens de trans et post-humanisme en termes d'inclusion. Mesdames, Messieurs, vous savez que dans nos sociétés, nous avons encore, alors que nous sommes à 2 pas du futur, c'est-à-dire trans et post-humanisme, il y a encore 37,95% des individus qui sont de toutes races éco-sociales confondues, du quotient au milliardaire, qui sont encore au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire entre le chaînon manquant et ce stade précité, entre le sauvage et le barbare. Nous devons augmenter l'individu pour qu'il n'obéisse pas à ce que son instinct commande. Mesdames, Messieurs, le trans et post-humanisme est une nouvelle définition de la dignité humaine sur des fonds de chair. Pour ne pas aller plus loin, je pense que quand on voit l'anatomie comparée du cerveau humain sur les différentes espèces et races, sociétés, que vous avez ethniques, groupes ethniques, religions, autres, ou tribus autres, on voit que il y a bien sûr 3 stades qu'on retrouve toujours. Selon les groupes ethniques, où je ne veux plus parler des races, je parle des groupes ethniques blancs, jaunes, noirs, métissés, autres. Voilà. Il y a certains qui sont restés au stade inférieur d'humanité, donc ils sont au stade primitif. Et d'autres sont au stade d'humanité, c'est-à-dire adaptés, et d'autres sont arrivés au stade supérieur d'humanité. L'évolué, celui qui s'est affranchi d'ailleurs de la sauvagerie et de la barbarie. Bien sûr qu'il est au stade de la raison. Il a franchi la barrière de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Mesdames, Messieurs, voilà donc quand je parle de cette comparaison anthropologique et neurobiologique d'ailleurs, qui nous montre qu'il y a des différences cérébrales subtiles entre les 3 stades précités. Voilà, donc quand vous regardez par exemple votre cerveau, votre sympathique cerveau, vous savez qu'il y a une grande masse encéphalique qui est au-dessus, qui nous occupe 9/10 de notre masse encéphalique. Mais il semble que le néocortex cérébral des individus qui sont encore au stade inférieur d'humanité occupe les 8,5/10 de la masse encéphalique totale. Ces individus ont en effet plus de 17 000 neurones de moins que les autres, sur un total de plus de 110 milliards de neurones dont dispose l'humain. J'espère que cette explication biologique, neuroscientifique d'ailleurs, est assez claire pour vous. Montrer l'équivalent néocortex cérébral et stade d'humanité. Par ailleurs, ces mêmes individus que vous avez entendu parler et que j'ai cité, nous constatons que certaines fonctions de leur cerveau reptilien, c'est-à-dire les cerveaux primitifs,
primaire, instinctif, sauvage, barbare. Bien sûr qu'il est au cœur des liens sociaux, parce que c'est là où rentrent toutes les informations venant de nos cinq sens. Mais il semble que c'est plus développé, ces individus restés à ce stade précité, c'est-à-dire le stade inférieur d'humanité. En effet, le cerveau reptilien dit le primitif commande. Les relations sociales, l'intuition, l'instinct chez l'animal, les sensations, l'agressivité, l'adrénaline, la violence, la barbarie ou toute forme de comportement jugé primaire ou antisocial. En tenant compte de la société et de la civilisation. Il me semble qu'il y a des prédispositions génétiques liées au comportement précité, sont à étudier d'ailleurs sur des lignées anthropologiques individuelles et familiales, sur différentes échelles. Mesdames, Messieurs, c'est une nouvelle information scientifique très importante pour l'humanité et la civilisation. En effet, il existe des individus cérébralement différenciés ou ambigus. Mais on s'est dit qu'ils sont au stade d'humanité. Ils ont des caractéristiques humaines, mais en réalité, ils sont encore au stade inférieur d'humanité. D'où, donc, nous sommes dans l'évolution. On peut aussi accélérer l'évolution, puisque nous ne sommes plus au stade de la sélection naturelle. Bien sûr qu'il y a certains individus, les 37% résistent à l'évolution. Bien sûr, on le sait. Ils résistent à l'évolution. Mais nous, on peut activer l'évolution. Puisque nous, individuellement et collectivement, qui sont affranchis de ces stades qu'on voit en Afrique, contre un dictateur qui s'accapare du pouvoir, du destin commun. Il met tous ses moyens de l'État pour tuer, effriquer et mettre tous les moyens pour taquer sur différentes échelles les gens. Donc on se demande, est-ce que la race noire, par exemple, à l'échelle du Congo-Brazzaville, que je parle, est-ce qu'ils sont au stade d'humanité, ces individus-là? Bien sûr qu'ils viennent chercher la justice ici en Occident, puisque en Occident ou dans d'autres peuples, il y a la raison, il y a le stade d'humanité. Mais eux, là-bas, ils appliquent la loi de la jungle. Donc ils ne sont pas au stade d'humanité, on les voit physiquement comme des humains, mais en réalité, c'est des sauvages, c'est des barbares, c'est des inhumains. Ils ne sont pas au stade d'humanité, d'où l'enjeu de repenser tout ce que j'ai précité au début de cette vidéo. Mesdames, Messieurs, oui, je vais introduire ici la problématique du codage total du cerveau humain. Je pense que celui-ci ouvrira des perspectives nouvelles à la recherche sur le comportement humain. L'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique et neuronale nouvelle. Je voulais préciser, c'est-à-dire le cortex ou les néocortex, qui occupent 9 dixièmes de notre sympathique cerveau. Bien sûr qu'il y a certains qui sont encore au stade inférieur d'humanité, leur masse encéphalique est inférieure à 1. Ce n'est pas la taille, hein, ce n'est pas la tête du cerveau, non. Il faut voir à l'intérieur de la masse encéphalique, avec les neurones qui sont là. Donc, certains ont moins de neurones, il faut faire de la classification par rapport à ça. Les neuroscientifiques peuvent étudier tous ceux qui ont servi, par exemple, tous les éducateurs des Saint-Ruisseau. Quand ils viennent aussi en France, par exemple, on peut faire les études neuroscientifiques et voir quel est le stade de leurs neurones et quel est le volume de leurs neurones comparé à ce que vous connaissez. C'est des études. Il faut protéger le monde. Donc, on peut prendre tous les dignitaires de Sassou Nguesso et ses alliés, quelle que soit la race, et étudier leur masse encéphalique, en tenant compte du nombre des neurones et de tout ce qui est prédisposé par rapport au comportement qui sont liés au stade d'humanité ou supérieur d'humanité précédée. En effet, je vous l'ai dit que ceux qui ont un moins de neurones sont prédisposés au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire barbare. Il me semble que le néocortex, c'est des individus au stade d'humanité ou supérieur d'humanité, occupent les 9 dixièmes de la masse encéphalique totale. C'est-à-dire, ils possèdent plus de 17 000 neurones de plus, c'est-à-dire plus que ceux situés au stade inférieur d'humanité. Oui, c'est là ce que nous différencie subtilement entre stade inférieur d'humanité et supérieur d'humanité. Mesdames, Messieurs, les
et post-humanisme. Comment prendre l'usage des sciences et des technologies cognitives et associées afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Les transhumanistes, trans et post-humanistes comme moi considèrent que certains aspects de la condition humaine, tels que le handicap, la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort subie, soient inutiles et indésirables. Surtout, j'ai entendu ici, surtout au niveau du post-humanisme, que le processus cognitif humain actuel doit être augmenté à l'infini. Des puces bioniques implantées directement dans certaines zones du cerveau connues pour jouer un rôle dans les fonctions cognitives, affectives et sociales seront à étudier. En d'autres termes, des nano-ordinateurs intégrés avec diverses applications, des cerveaux hyper puissants, optimisables à l'infini. Mais l'éducation sera toujours là, présente, pour comprendre si vous avez un cerveau augmenté, il va servir quoi? Pour détruire les uns des autres? Mais non. Donc nous devons mettre l'enjeu de l'éducation augmentée d'ailleurs. Oui, mais vous savez que certains posent des problèmes, cela soulève des problématiques à la fois politiques, scientifiques et morales d'ailleurs. Est-ce que l'homme sera-t-il augmentable à l'infini? L'homme sera-t-il fondamentalement réparable comme une voiture, c'est-à-dire en pièces détachées? Pourrons-nous aller à la pharmacie, non plus pour acheter des médicaments, mais plutôt des pièces détachées? Pourrons-nous ainsi rêver ou vivre réellement la jeunesse éternelle, le génisme, et où la vie éternelle selon la quintité? Demain, quelle sera la place des néotechnologies, de la miniaturisation, des traitements sur mesure, de la thérapie génique, de la transposition nucléaire reproductive, du clonage thérapeutique et de la médecine reproductive ou reproductrice? Au XXIe et XXIe siècle et des prochains millénaires, pourrons-nous être hospitalisés volontairement ou involontairement pour changer nos pièces détachées et ou organes réparateurs? Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et je pense que vous devez être dans le monde augmenté et nous sommes aujourd'hui individuellement et collectivement invités à comprendre la force des choses et avancer ensemble.
Mademoiselle Camille Thomas, nommée cette année dans la catégorie Révélation soliste instrumentale. Et Béatrice Berru au piano. Bravo et merci.